Comme première étape, on va examiner l'architecture d'un smartphone qui représente un exemple typique d'un système de transmission numérique. Donc le corps de votre smartphone est composé d'une partie analogique qui est qu'un transceiver, c'est-à-dire un émetteur TX plus un récepteur RX. La seconde partie d'une partie numérique constituée de deux processeurs. Un processeur de communication chargé des opérations de traitement et de conditionnement de l'information, qui est qu'un processeur DSP de traitement de signal, ou bien des fois couplé à un FPGA, afin d'accélérer certaines opérations complexes, telles que le cryptage et le codage. Le deuxième processeur est un processeur d'application, chargé principalement de votre système d'exploitation Android ou iOS, et qui est qu'un GPP, un processeur d'utilisation générale. Passons en revue maintenant les blocs constituant une chaîne de transmission numérique. Donc, la source d'information, elle peut être une source analogique, générant un signal analogique, telle que la voix, la vidéo, et elle peut être numérique, générant de la voix numérisée en flux binaire, la vidéo en flux binaire et toute autre data issue d'applications informatiques. La source d'information analogique est caractérisée par une bande passante exprimée en Hertz. Par exemple, la voix analogique, on peut citer une bande passante de 3,4 kHz minimale. Et pour la vidéo, on peut citer une bande passante d'environ 6 MHz en standard par seconde. Analogique. La source d'information binaire, elle est caractérisée par un débit binaire D égale l'inverse de la durée bit exprimée en bits par seconde. On peut citer quelques débits, par exemple la voix pour transmission filaire est égale à 664 kilobits par seconde. Une chaîne de transmission numérique transmet de l'information en numérique. Pour cela, on doit réaliser des conversions analogiques numériques. Et ces convertisseurs possèdent des paramètres importants qui sont la fréquence d'échantillonnage et le nombre de bits de codage. Plus la fréquence d'échantillonnage est élevée, plus la reconstitution elle est fidèle, plus le nombre de bits est élevé, plus le bruit de quantification est faible. Le second bloc est le bloc compression ou codage source. L'objectif est de représenter l'information avec la plus faible quantité de bits possible, c'est-à-dire on va réduire les débits binaires de la source. Par rapport à une transmission analogique, le bloc compression n'a pas d'équivalent. En analogique, on ne peut que réduire la bande passante du signal à transmettre, au détriment de la qualité du signal transmis, bien sûr. Les algorithmes de compression sont classés en deux grandes familles. Avec perte, tels que le LPC et ses évolutions, CELP, ACELP. Ça c'est utilisé en 2G, ça en 3G et 4G. Ça c'est pour le codage
avec perte pour la voix. Pour la vidéo, on peut citer le standard MPEG dans cette version de l'ECAT. Pour les codages source sans perte, on peut citer les codages anthropiques, les codages additionnels. Comme avantage de compression, on a une augmentation de la capacité, soit en débit binaire, soit en nombre de users par MHz. Comme deuxième avantage, on a une faible consommation de puissance. Donc une longue autonomie des terminaux. Et comme troisième avantage, une meilleure sécurité de la transmission. Pourquoi les transmissions à faible débit sont plus sécurisées? C'est pour la simple raison que les algorithmes de cryptanalyse nécessitent généralement un volume de données fixe afin de décrypter l'information. Si on prend l'exemple d'une transmission avec un débit binaire D1 égale à 10 mégabits par seconde, l'algorithme de cryptanalyse aura besoin d'une observation de durée T1 égale à moins de 2 minutes. Mais par contre, une transmission D2 a un débit d'1,6 kbps par seconde, telle que la transmission de la voix numérique, nécessite une durée d'observation supérieure à 24 heures. Donc la différence est importante. Généralement, les transmissions sont à des courtes durées, donc il sera quasi impossible de décrypter l'information dans de telles situations. Après l'étape de compression, vient l'étape de cryptage pour sécuriser l'information. Donc, dans la taxonomie des algorithmes de cryptage, il existe deux classifications. La première, selon le type de la clé de cryptage. On trouve un cryptage symétrique et un cryptage asymétrique. Le cryptage symétrique utilise la même clé pour le cryptage et le cryptage asymétrique utilise deux clés différentes. Il existe une seconde classification selon le procédé de cryptage. On a un cryptage
continu et cryptage en bloc. Le cryptage continu, c'est des opérations bit par bit. Ici, c'est des fonctions appliquées sur des blocs d'informations. Généralement, c'est des opérations de permutation et de décalage. Comme exemple d'algorithme de cryptage, on peut citer le A5 de GSM, le SNAO 3G en UMTS, ses évolutions ainsi qu'en LTE. On peut citer l'AES dans le réseau LAN, et par exemple le réseau P25 transmission radio traditionnelle. On peut citer le E0 pour le Bluetooth. Ces algorithmes appartiennent à différentes familles. Donc pour le A5.2, c'est un algorithme symétrique continu. Pour le SNAO 3G, symétrique continu aussi. Pour l'AES, il est symétrique mais en bloc. Et pour le Bluetooth, c'est un algorithme symétrique en continu. Comme on a pu le voir dans les exemples cités précédemment, le cryptage continu est le plus utilisé dans la téléphonie mobile. Son principe est simple, donc ça consiste à prendre l'information en clair, la mélanger par un opérateur symétrique tel que le XOR, un bruit numérique. Comme résultat, on aurait l'information cryptée. Pour récupérer l'information à la réception, on doit réaliser l'opération XOR, qui est un opérateur symétrique, je rappelle, et je dois utiliser le même bruit numérique utilisé à l'émission. Pour illustrer ce principe, on prend la séquence suivante d'informations et on va lui ajouter un bruit numérique de même longueur que la séquence claire. Donc le résultat sera 0, 1, ça donne 1 puisque les deux bits sont différents. Ici c'est la même chose, ici c'est la même chose, ici c'est la même chose. Pour récupérer l'information, je dois ajouter une seconde fois le même bruit numérique, donc 1 et 1 ça donne 0 puisque les bits identiques, 0 et 1 ça donne 1, 0 et 1 ça donne 1, 1, 1 ça donne 0. On remarque ici qu'on va récupérer l'information en clair. Comme élément important du cryptage en continu, on trouve le bruit numérique. Comment on peut générer ce type de bruit? C'est à travers
DLFSR, c'est-à-dire linéaire, feedback, shift, register. Donc c'est un registre à décalage rétroactionné. Donc je prends comme exemple un générateur de longueur n égale 3. Le générateur n'est qu'un générateur registre à décalage constitué de 3 bascules D1, D2, D3. Le registre à décalage a un sens unique pour le décalage des bits. Les sorties 1 et 3 ils sont additionnés par un XOR et les résultats il est réinjecté dans ce registre. Donc à travers la bascule de 3 j'ai mon bruit numérique. Donc cette appellation bruit numérique provient du fait que la probabilité qu'on observe un bit égal à 0 égale à 1,5 et la probabilité d'observer un bit égal à 1 c'est 1,5. Et une autre propriété importante c'est la périodicité. Périodicité de la séquence égale à 2 puissance n moins 1. Donc pour un registre avec n égale à 3, la période égale à 7 cycles. Et il a précisé que l'état initial du LFSR représente des cryptages en continu. Par exemple, si t égale à 0, on a cette séquence, donc la clé, les mots sont en binaire. Il a précisé aussi que les générateurs LFSR, généralement, sont combinés afin de cacher la périodicité des séquences du bruit numérique. On peut vérifier facilement la périodicité de la séquence LFSR en observant la sortie de la bascule numéro 3. Il faut noter que certaines précautions sont à prendre pour le décryptage correct de l'information. La première précaution, c'est la synchronisation. C'est-à-dire, si on veut décrypter l'information correctement, il faut aligner correctement le bruit numérique et l'information cryptée. La seconde précaution à prendre, c'est l'intégrité du flux binaire en réception. Si jamais le récepteur reçoit une séquence binaire erronée, le décryptage est impossible. Donc, dans une chaîne de transmission numérique, cela est visible puisque le codage canal, c'est-à-dire protecteur de l'information, il va suivre le bloc de cryptage.